Dans un monde où la foi est souvent perçue comme confinée aux murs de l'église, certains choisissent de la vivre autrement, de la porter au cœur de leurs engagements, de leurs décisions et de leur impact dans la société. Bienvenue dans Une foi, une voix, l'émission qui met en lumière ces hommes et ces femmes chrétiens engagés qui prouvent que l'excellence professionnelle peut être profondément enracinée dans des valeurs spirituelles. Ici, nous donnons la parole à des personnalités dont les parcours inspirent, interrogent et élèvent des voix qui témoignent que la foi chrétienne n'est pas une limite, mais une force. Pour ces tout premiers numéros, nous recevons un entrepreneur, un conférencier, auteur et coach dont les parcours mêlent médias, leadership et engagement citoyen. Avec lui, nous parlerons des vocations, des résiliences, mais surtout de cette foi qui façonne les décisions, nourrit l'intégrité et donne du sens à l'impact. Une trajectoire inspirante, une voix affirmée, une foi assumé. Né le 19 novembre 1982 à Mbujimayi, il grandit dans une famille où l'engagement n'est pas une option mais un héritage. Fils d'un pharmacien et un acteur politique, membre fondateur de l'UDPS, il est très tôt exposé aux réalités sociales et aux enjeux de son pays. Formé en communication et en leadership, il fait ses premiers pas dans l'univers des médias en tant que rédacteur avant de collaborer avec Radio Okapi et autres plateformes. Une expérience qui affine son regard, structure sa pensée et révèle une capacité à décrypter les dynamiques de la société congolaise. Mais au-delà de la plume, c'est une voix qui se cherche et une mission qui se précise. Certifié en droits humains, engagé aux côtés d'institutions internationales, il explore des questions de gouvernance, de citoyenneté et de transformation sociale. Pourtant, quelque chose l'appelle à aller plus loin, impacter, inspirer, transmettre. C'est ainsi qu'il se réinvente comme coach, conférencier et auteur. Son ouvrage Florilège en fond noir, solfège d'espoir, dont j'ai la copie, primée au Mikanda Award, devient les reflets d'une conviction profonde. Même dans l'obscurité, l'espérance peut éclore. Chrétien assumé, il place sa foi au cœur de son engagement. Pour lui, le leadership ne se limite pas à réussir, mais à servir, à élever et à transformer des vies. À travers ses initiatives, il s'adresse à une génération en quête des repères, l'invitant à conjuguer foi, excellence et responsabilité. Aujourd'hui, sa voix porte une voix qui enseigne, qui interpelle, qui inspire. Cette voix, c'est celle de Eugène Kandolo. Bonjour. Bonjour, Dieu merci. Je pense que je n'ai pas omis quelque chose de cette présentation. À part le fait que tu as massacré, c'est le 17 novembre et pas le 19 novembre. Ah, 17 novembre. Mais le reste, c'était parfait. Je suis surpris moi-même de voir ce miroir, en fait. Vous savez, dans cette génération, il y a des hommes et des femmes qui cachent leur âge. Hein? Bon, j'en parle dans mon prochain livre où je parle de l'héritage, autopsie de la jeunesse congolaise pour un nouveau paradigme d'avenir. J'ai évoqué effectivement ce cas-là. Vous pensez que c'est une complexe d'infériorité? Ça peut être pris comme ça, mais après, c'est comme par exemple, il y a des personnages politiques, des pasteurs et des chantres, j'allais dire personnages publics, qui font de l'âge un tabou. Peut-être parce qu'ils ont très tôt été exposés, ils ont brillé très tôt et ils veulent se faire passer pour des personnes plus âgées. Plus âgées, oui, je parle de chantres. Et même quand ils font des documentaires sur leur histoire, on fait exprès de ne pas parler de la date de naissance, de l'année de naissance. Deux fois, j'ai vu même l'autre pousser très dernièrement dans ses gangs, mais il a finalement craché juste la date, mais pas l'année de naissance. Mais après... je ne sais pas pourquoi, mais de plus en plus. Mais les contextes aussi peuvent expliquer cela. Je prends l'exemple de Pasteur Atom, c'est très récemment que je suis son âge. Oui. Et pourtant, je suis membre de Philadelphie depuis plusieurs années. Et son âge a toujours été caché, vaguement, je ne sais pas si c'était caché, mais c'est quand il est passé dans l'émission Parcours sur la radio Top Congo, que l'on a su qu'il est de 83. Donc, tous ces temps, on ne savait pas. Mais la plupart de ce collègue musicien, que ce soit Moïse Mbiye, Mike Alambay, il y a toujours un peu un tabou autour de leur âge. Est-ce que c'est voulu? Et bon,
surtout que c'est des chrétiens, en temps normal, chrétienté veut dire transparence, vérité en tout et tout. Je ne sais pas trop, mais ça reste... Donc là, il reste un mystère caché pour les gens. Eugène Kandolo, qui êtes-vous au-delà des titres et des distinctions? Je suis un humain, humaniste, qui pense que son existence est une réponse à quelques questions de l'humanité que Dieu a données pour voilà, satisfaire et rencontrer quelques soifs, je crois. J'ai une deuxième question. Ouais. Quelle est l'histoire personnelle qui a façonné l'homme que vous êtes devenu aujourd'hui? Multiples histoires, façonnées par voilà, des défis, des déceptions, des trahisons, de rejet. En fait, c'est ce qui constitue le résumé de mon mental. C'est comme ça que je parle souvent du credo eugénien. Je dis l'inutile est de chercher à faire la distinction entre le facile et le difficile. Donc, je ne suis pas le résultat de ce que l'autre veut. Je suis forgé effectivement dans cet ensemble de doutes, d'incertitudes, mais l'impossible n'est pas eugénien, si je veux dire ça comme ça. Né à Mbujimayi, ça fait combien de temps depuis que vous êtes à Kinshasa? J'ai toujours vécu un peu dans une sorte de vivre à cheval. Kinshasa, Mbujimayi, depuis que j'étais enfant. Je venais ici, je rentrais parce que après j'ai grandi avec ma grand-mère qui faisait des navettes entre le Katanga et le Kasaï, qui était dans des grands commerces de bitoyo, de tout ce qui va, des maïs et tout. Donc, des camions. Et ça faisait que, à un moment donné, de manière claire, Mbujimayi était comme le centre de gravitation et on pouvait... voilà, quand c'est des vacances, on est ici, surtout qu'il y avait un peu ce côté protecteur. Mais quand je décide de rester définitivement à Kinshasa, c'est après un peu une période de beaucoup de doutes. Je crois quand j'ai eu les diplômes d'État, j'ai même commencé à l'université de Mbujimayi, UM. Je faisais la médecine. Et pendant cette période, il y avait beaucoup de amis, de contemporains qui voyageaient. Presque 80% de ceux avec qui nous avions eu des diplômes d'État sont soit allés à Lubumbashi, soit venus à Kinshasa. Et plusieurs ont voyagé en Afrique du Sud, aux États-Unis, en Europe. Et c'était une vague. Il fallait à tout prix quitter après les diplômes et tout ça. Donc, et en attendant, pendant que j'étais à l'université, je faisais ces démarches qui n'ont jamais abouti, qui ont fait perdre beaucoup de temps, qui ont fait perdre beaucoup d'argent. Finalement, aussi avec les années élastiques à l'époque, on s'est retrouvé 3 promotions dans une même promotion à l'UM. Et ça donnait un peu le dégoût. Finalement, j'ai arrêté l'université. Mais c'est quand j'ai voulu me réinventer et avoir une autre direction, je me dis, je viens à Kin en attendant. Encore une fois, que soit Maramba Poto et Fongama, soit... Et en attendant, je me suis dit que je devais m'occuper. En attendant, j'ai fait un tour à l'INA pour voir un peu, parce que j'aimais les cinémas, si je peux trouver vraiment une bonne filière un peu à la Denzel Washington, apprendre le cinéma à l'université. Mais finalement, ce n'était pas le cas. Je suis allé à l'IFACI comme par hasard. Et j'ai vu qu'il y avait un programme, selon l'annuaire, un programme dans la filière d'audiovisuel qui était assez intéressant. C'est comme ça que je me suis inscrit à l'IFACIC en attendant. En attendant, j'ai fait 1 mois. En attendant, j'ai fait 2 mois. En attendant, j'ai fait 5 ans. En attendant, j'ai fini. Et voilà, après, j'ai commencé à même voyager et me rendre compte que l'objectif n'était pas de voyager parce que je suis de ceux qui pensent que je ne peux pas vivre ailleurs qu'au Congo. Ok, un bon parcours. Vous n'avez pas eu des difficultés d'intégration à Kinshasa? Déjà que je ne pouvais pas avoir des difficultés d'intégration à Kinshasa, en Mbujimayi, on nous appelait Bakongo. En Chiluba, quand on t'appelle Bakongo, c'est comme si ce n'est pas les gens du Congo central.
Donc, on considère que tu es quinois, donc les quinois, on les appelle Bakongo. Donc, c'est comme ça qu'on nous appelait déjà. Donc, je ne pense pas que j'ai eu... Ben oui, le problème d'intégration, même aujourd'hui, si je rentre en Bujumaï, je devrais me réintégrer. Quand tu fais 5 ans, 10 ans, tu n'es pas à un endroit, je crois qu'il y a toujours un besoin de l'intégration. Quelqu'un qui est parti du Congo et qui va revenir aujourd'hui, il y a une transformation. Même celui qui est parti il y a 5 ans, il y a une transformation. Donc, il doit se réintégrer, il doit apprendre de nouvelles habitudes, il doit connaître de nouveaux endroits. Et c'est tout à fait normal. L'intégration n'était pas non plus difficile pour moi parce que j'avais des amis avec qui je me retrouvais. Mais surtout, l'intégration, c'était au niveau de l'université parce que quand je suis parti là-bas, c'était un milieu totalement désintégré pour moi, et surtout que je venais de faire 4 ans loin des milieux universitaires. Donc je devais reprendre la vie universitaire. Quand j'entrais en première graduat, ceux avec qui nous avons eu les diplômes d'État étaient en train de finir la 2e licence. Donc il y avait aussi cela, mais l'avantage c'est qu'à l'IFASIC, je ne rencontrais pas trop les gens de mon environnement que je connaissais. Ça me permettait d'avoir une intégration parce que tout le monde est nouveau. Vous êtes en G1, chacun est nouveau, chacun a peur. Vous voyez la peur du nouveau. Quand vous entrez à peine en G1, vous avez même tendance à croiser le bras même devant le mur. Tout le monde a eu une sorte de politesse qu'il s'impose et tout ça. Et ça a permis l'intégration facile, surtout que 2 semaines ou 3 semaines juste après, les gens ont découvert que je faisais partie de 10 meilleurs de la promotion. Et pourtant, je venais de faire 4 ans loin de l'université. J'avais vite repris le réflexe. On croirait que je venais directement des humanités. J'ai commencé l'université. Et ça fait que du coup, j'étais compté parmi les leaders de l'auditoire. Donc, on était à près de 500 ou 600 étudiants. J'ai un IFASIC à l'époque. Aujourd'hui, je crois que c'est des 1000 et trucs. Donc, et du coup, je m'étais facilement intégré. Les enseignants pouvaient m'identifier par mon application. Et voilà, c'était le cas. Parlons de votre enfance. En grandissant à Mbujimaï, quels ont été vos premiers rêves? Mes premiers rêves ont toujours été vraiment les rêves que j'ai aujourd'hui. Et ça n'a rien à voir avec le parcours universitaire. Aujourd'hui, c'est vrai que je ne pouvais pas imaginer un jour. Je ne pouvais pas imaginer que je peux passer par l'IFASIC, par les sciences de l'information et de la communication. Ça, c'est une évidence. Mais la plupart des choses que je suis en train de devenir, que je suis aujourd'hui, c'est des choses que j'ai rêvé très tôt, quelque chose que j'ai annoncé. Certaines choses m'attirent beaucoup de combats parce que, il faut le dire, nous sommes dans un environnement. Il y a même des gens qui se comportent un peu comme des héros. Quand ils apprennent, c'est à quoi tu aspires, mais ce n'est pas toi qui aspires. Parce que le rêve, c'est quelque chose que Dieu a déposé dans quelqu'un. Et la personne découvre juste cette chose. Donc, tu peux être héros et envoyer des gens tuer tous les bébés, tout ça parce qu'on t'a dit qu'il y a un roi qui est né alors que l'enfant est encore bébé, il ne va pas te remplacer tout de suite. Donc le rêve, il existe parce que c'est Dieu qui l'a déposé. Et on ne peut pas l'éteindre. Donc je voudrais vraiment ouvrir cette parenthèse. Souvent, il y a des gens qui pensent qu'ils sont très nuisibles, qu'ils peuvent éteindre les destinées que Dieu a à truc. Il y a des aspirations que j'ai eues très tôt. Comme quoi, par exemple? Aujourd'hui, pour être concret. des cas concrets. Vous dites vraiment que je jouerai un rôle important pour le pays, pour le continent et pour le monde. Ça, c'est très tôt que je le sais. Vous croyez que vous croyez l'avoir réalisé? Mais je suis sur le chemin parce qu'aujourd'hui, en fait, au Congo, si vous m'avez invité sur cette émission, ça veut dire que je représente quand même quelque chose. Déjà, rien que le fait d'être invité dans cette émission qui parle de parcours, qui consacre un peu, ça veut dire que j'ai déjà réalisé quelque chose. Aujourd'hui, à juste titre, je peux le dire, sans crainte d'être contredit, que je suis dans une certaine mesure un modèle pour beaucoup de jeunes, pour beaucoup de contemporains. Je suis un repère et je crois que c'est un pas. Mais aujourd'hui, je suis une figure, pas seulement au Congo, même dans la jeunesse africaine. Moi, j'étais étonné. Je suis allé dans une conférence à Brazza. J'ai vu l'impact que cela pouvait avoir parce que nous sommes dans, je ne sais pas si je vais aller vite en besogne, parce que nous sommes dans une voie, une foi. Même quand tu penses que tu te caches, ce que tu es en toi crie plus fort. C'était une conférence sur l'entrepreneuriat, mais j'ai vu par exemple des gens à qui on n'a pas présenté que j'étais issu des milieux chrétiens, me demander que je puisse
prier pour eux, des jeunes, pas une seule personne, pas deux personnes, pas trois personnes. Une conférence sur l'entrepreneuriat où on n'avait rien à voir avec la foi et trucs, mais des gens, des jeunes être convaincus que je peux déclarer quelque chose sur eux, que je peux voilà, leur transmettre quelque chose. Donc, ce genre d'impact, j'ai fait des conférences, je coach des gens ici, Haïti, au Togo, j'ai fait des fois de coaching à distance et trucs, au Gabon. C'est des choses, en fait, qui ressemblent, qui rattrapent finalement ce qui était comme rêve. Et d'autres rêves, beaucoup plus grands et plus impactants, vont arriver dans une certaine mesure. Et je crois suffisamment que j'ai déjà, dans une certaine mesure, joué des rôles transversaux. Vous savez, aujourd'hui, les gens sont contents. Il y a par exemple, aujourd'hui, on a eu l'alternance à la tête du pays. On a le président Tshisekedi depuis 2019. Mais moi, je peux dire que je fais partie des gens qui ont joué des rôles, des fois peut-être de manière passive. Moi, j'étais coordonnateur programme réflexion prospective sur le processus électoral en RDC. À ce titre, avec le groupe consultatif de partis politiques, 8 de la majorité, 8 de l'opposition, on s'est trouvé à Mbuela Lodge 2017-2018 pour réfléchir sur les conditions de paix dans le processus électoral, comment apaiser les uns et les autres. Les partis étaient représentés, le PPRD, l'UDPS, le MLC. Le truc, c'est dommage que certains de ceux avec qui nous étions dans cette retraite politique qui réfléchit sur les pays, ben, certains se retrouvent aujourd'hui à des endroits qui ne devaient pas se retrouver. Je parle par exemple de Henri Magie, c'est lui qui représentait, parce que je me rappelle, à l'époque, celui qui devrait représenter le PPRD a eu un contretemps. Il a appelé, parce que c'était pour le compte de NDI qu'on faisait ça, il a appelé en dernière minute pour dire que on a décidé que quelqu'un d'autre le remplace, et c'était Henri Magie qui lui était pour le truc. L'actuel DG de INPP pour le compte de l'UDPS, mais c'était lui qui était là. Il y avait pas mal de trucs. Donc, ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, on a joué un rôle. Celui qui était le directeur de cabinet du Premier ministre, Hervé Mauge, on les a eus dans des ateliers de formation à Lubumbashi, parce qu'à un moment donné, en tant que coordonnateur, programme réflexion prospective, je faisais des ateliers qui étaient organisés dans le Congo central, à Lubumbashi, dans le Nord Kivu, dans le cadre de ce truc. Et à juste titre, en venant ici, je souriais dans un groupe WhatsApp, j'ai vu, je ne sais pas si c'est une information vraie, que Madame Mabunda serrait André à l'UDPS. On va vite fermer cette parenthèse. J'ai eu à former de politique, de trucs. Donc je crois que j'ai joué déjà de manière à accompagner. J'ai joué un rôle important. Maintenant, ça sera le rôle d'acteur à part entière que je jouerai dans le jour à venir. Donc, je crois que je suis dans la lignée de ce que je suis appelé à faire. Vous avez commencé dans les médias. À quel moment avez-vous compris que votre émission allait au-delà du journalisme? Bon, je ne veux pas manquer... D'abord, entre parenthèses, ça vous manque ce métier? Pas trop, parce que c'est un choix que j'ai fait. Tu sais, la vie est faite de choix. Ces derniers temps, quand les gens me demandent comment vous allez, j'ai dit, je vais volontairement bien. Il dit, pourquoi volontairement bien? Pour toi aussi, j'ai dit, c'est un choix d'être bien. Donc, c'était juste pour faire le parallélisme. Moi, c'est un choix. Est-ce que si je regretterais d'avoir fait les sciences de l'information et la communication et la spécialisation en journalisme politique, etc. Non. Si le monde était à refaire, je ferais. Maintenant, c'est un choix de ne pas faire une carrière de journaliste purement... Même si à temps, des manières séquentielles, il m'est arrivé de jouer ce rôle. Par exemple, je suis directeur, éditeur général du magazine Pain du Ciel, produit par Dalo Ministre. Oui, c'est du journalisme, même si c'est le journalisme spécialisé dans le domaine chrétien. Et c'est du journalisme. Mais faire une carrière, c'est un choix. Ça peut être, c'est pas une superstitution, mais je suis parti d'une analyse. Par rapport aux vocations, à la grandeur des vocations que j'ai, si tu regardes sur une échelle de 50 journalistes, et pourtant l'on dit par exemple qu'il y a un seul pas entre le journalisme et la politique. Oui. Mais finalement, je ne sais pas quelle tentation qui fait que des journalistes qui ont eu un grand parcours en journalisme finissent politiques. Non, ils ne finissent pas. Ouais. C'est justement ce que je vais contredire. Ils veulent faire la politique, mais ça ne marche pas. Des grands journalistes. Ouais. Et sur une échelle de 50 journalistes, on a à peu près 2 sur 50
qui ont réussi en politique au vrai sens du mot. On peut prendre le cas, par exemple, de Kinké Moulumba, de Patrick Mouyaya, mais c'est très, très rare. Les gens qui sont passés par les médias, on a vu plusieurs fois Kibambi qui a été même avec le président Mobutu, c'est une grande figure. Il a essayé 2 ou 3 fois à la députation nationale, il n'a jamais été élu. On a vu Jean-Marie Kassamba, il a essayé les sénatoriales, ça n'a jamais marché. Et pourtant, en tant que journaliste, il titille les politiques. 2 fois, les politiques tremblent sur son plateau. Mais quand il a essayé, lui, de devenir politique, ça n'a pas marché. Jusque-là, peut-être que ça marchera. Ça n'a pas marché. Alors, je me suis posé des questions. Moi, j'ai une approche rationnel, mélangé du spirituel, mélangé de trucs. Et j'ai comme impression qu'il y a une sorte de voile qui couvre le journaliste, qui reste longtemps dans le journalisme, qui veut se convertir dans le truc. Est-ce parce qu'il a beaucoup bouffé des coupages? Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce qu'il a beaucoup joué les rôles d'accompagnateur de politique et il y a une sorte de couverture spirituelle qui ne permet pas qu'il puisse ce truc? Et moi, très tôt, j'ai analysé ce genre de choses et j'ai eu une appréhension. Vous êtes dit... Les exceptions, ça existe. Je t'ai dit, Kinké Moulumba, brillant journaliste, patron de médias, et en politique, personne ne le regardait dans les yeux. Même s'il fait de bêtises, ça fait partie des personnes qu'on ne pouvait pas bouger facilement. On se rappellera de son épisode des pics avec Mende, quand ils avaient tous, ils se disputaient un peu du ministère de la Communication et trucs. On peut voir, mais c'est quelqu'un qui a les pieds dans ce bot. Je parlais de Mouya, peut-être qu'il est parti très tôt. À peine il a fait bref passage dans le journalisme, brillant, le Patrick Poivre d'Avor congolais, il est passé directement en politique et aujourd'hui, il fait partie, je peux même dire, des 10 personnes les plus puissantes de ces pays quand on regarde son positionnement dans le gouvernement et tout ce qui va avec. Donc, mais c'est difficile. On a vu Ndeko Basile qui était animateur de télé, pas forcément journaliste, mais qui a été ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, il a disparu. On a vu l'ancien DG de Kin 24. Ben, il a été député après un mandat et il a disparu. On a vu même la grande bouche, Zachary. En politique, il peine à être considéré comme un leader majeur au vrai sens du mot. Donc, il y a plusieurs cas comme ça. Et quand j'analyse... Pour votre cas, vous êtes dit... le volume de ce à quoi j'aspire, justement, faire une carrière... Moi, c'est une question de foi, c'est une question de conviction, c'est une question d'analyse. Je te dis, c'est une analyse qui a de la rationalité et des aspects spirituels. Je crois que ce n'est pas... Mobutu était un journaliste, pas de journaliste à la manière de cette période, mais il est devenu président de la République. Donc, mais l'analyse contemporaine de la carrière journalistique, et encore que Mobutu, c'est brève carrière, vous voyez. Donc, brève carrière, et il est vite passé, mais c'était un mélange journaliste, militaire ou autre chose, au même moment, secrétaire de Lumumba et tout ça. Donc, bref, il y a d'abord question de timing, mais aussi il y a question des appréhensions, du rôle que tu joues pendant longtemps et de l'étoffe que tu prends. Donc, et pour moi, ce n'est pas le parcours qui est indiqué. Et tout de suite, juste après, avant même que je ne finisse l'IFASIC, j'étais dans les organismes internationaux. Parce que quand j'intègre Journaliste pour les droits humains, comme coordonnateur programme, j'étais en première licence pour passer en deuxième licence. Et donc, j'ai combiné la deuxième licence avec le travail. Donc, j'étais déjà impliqué dedans. Et ça aussi, de manière pragmatique, après avoir occupé des volumes, moi, j'ai formé des rédacteurs en chef, des directeurs des informations. Il y avait aussi un problème. Comment maintenant je vais rentrer, quand j'ai fini les contrats avec NDI, avec JDH, comment rentrer dans la vie pratique du journaliste? S'il faut y rentrer, il faut y rentrer avec un poste, une position, soit des directeurs des infos, parce que j'ai formé les directeurs des infos. Or, en même temps, il fallait suivre le processus. Donc, ce qui était... Et des gens que j'ai formés, comment ils vont me regarder? Je me rappelle à l'époque, une amie... Il y avait carence dans une chaîne de la place, ben, s'il ne faut pas faire la publicité, une amie qui avait tellement insisté, elle était la seule présentatrice de cette chaîne, Fezamika. Elle a insisté que je parte. Je suis allé un seul jour à la rédaction, quelques amis qui étaient là, garçon, ah ben, si tu nous avais dit, on aurait dit te dire de ne pas venir. Mais est-ce que c'était un vrai conseil? Mais eux, ils étaient là. Et ils étaient là. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses du destin qui ont fait que ben, finalement, ça ne soit pas. J'ai fait juste une journée, et puis après, je suis parti. Voilà. Alors qu'est-ce qui vous a conduit vers le coaching et le leadership rapidement? Rien ne m'a conduit si ce n'est que le destin. Parce que comme je l'ai dit, j'ai coaché
quand ça ne s'appelait même pas coaching. C'est très récemment qu'on a appris que ce que j'étais en train de faire, ça s'appelait coaching. Moi, j'avais que 18 ans, 19 ans, mais il y a des parents qui me confiaient leurs enfants qui n'avaient pas un grand écart d'âge avec moi, qui avaient 16 ans. Donc, c'est-à-dire écart d'âge de 2 ans, mais tu t'occupes d'eux parce que les parents ne savent pas par quel mécanisme le sortir. Il y avait des crises d'adolescence, il y avait un certain nombre de choses, mais je canalisais déjà des trucs et j'ai commencé à prendre plaisir à faire ça depuis très longtemps. Vous êtes un chrétien assumé, Ouais. ce qui est rare dans notre génération. Il y a des chrétiens qui se cachent, qui ne veulent pas qu'on sache qu'ils sont chrétiens. Comment s'est fait votre rencontre avec Dieu? Bon, je crois que d'abord, il faut assumer son identité, c'est très important. Il y a des gens qui pensent que dans le milieu séculier, il faut cacher ça et tout ça parce qu'on serait un pays laïque. Mais non, ce qu'on refuse, c'est que ce que tu fais en termes de profession de foi puisse perturber l'ordre public. Il faut avoir une fierté d'assumer ta tribu, ton pays, ta foi, tes convictions et les valeurs que tu défends. Sinon, camoufler l'identité, c'est vivre à moitié. Je crois que moi, je ne peux pas mener une vie et demie. Je vis pleinement. Et pleinement, ça veut dire assumer les avantages qu'ils peuvent avoir avec le fait de s'assumer et les désavantages. Si par exemple, quelqu'un me forme la porte juste parce que je suis chrétien, tant mieux, je dis gloire à Dieu. Mais si quelqu'un, à cause du fait que je suis chrétien, donc ça veut dire qu'il y a tout ça. Il ne faut pas camoufler ce que tu as comme pensée, ce que tu as comme conviction pour t'accommoder à. Donc c'est vivre dans la négation. Alors, un peu comme cacher son identité pour que tu fasses genre. Non, moi je m'assume, je suis Eugène Kandolo, je suis Moulouba, je suis chrétien, je suis congolais, je suis panafricaniste, je suis afrocentriste, et voilà, donc c'est très important. Et Revenons à la question. Voilà, Dieu, je les rencontre comment? Je crois que Dieu me rencontre depuis que je suis tout petit, déjà au travers des événements. Moi j'ai déjà échappé à des événements mortels, 2 fois à des incendies pendant que j'étais enfant, et Dieu ne peut pas garder quelqu'un comme ça. Dieu ne peut pas... C'est-à-dire des incendies, la nuit, les feux a déjà pris même le drap. Tu es un jeune homme de même pas encore 10 ans, mais tu t'en sors dans ce genre de choses. Donc c'est pour une mission. C'est pour cela, 2 fois, je dis même quand les gens viennent, ils essaient un peu de nous empoisonner, ils essaient de faire des trucs. Je dis, mais c'est une peine perdue. Parce qu'il y a des destinées qu'on ne peut pas éteindre. Donc Dieu m'a rencontré déjà au travers des événements. Déjà que j'étais enfant. Et puis après... Il y a eu un moment de choix parce que nous avons grandi déjà dans une éducation chrétienne, Michoni, ma grand-mère, parce que comme je disais que j'ai grandi avec la grand-mère, elle était ma Mukumuji et puis elle était très engagée dans le truc, donc on partait chez les protestants, depuis qu'on on a grandi avec ça. Et après, il a eu des moments où on devait faire de choix personnels. Quand vient la vague des églises de réveil, des églises évangéliques, des églises charismatiques, vers les années 87, 88, 89, et puis après, on se positionne. On commence. Mais après, il y a eu des moments de relâchement, des moments de trucs. À l'école, à l'époque, on était dans l'église de pasteur Oscar Oseya, Maos, mission pour l'accomplissement de l'œuvre suprême, donc basée sur Matthieu 28, 19. Donc, à l'effet de toutes les nations, les disciples. Et après, période de relâchement, c'est quand j'ai fini, j'ai mon diplôme d'État, déjà qu'il y avait plusieurs messages, des gens qui faisaient des rêves sur moi, des trucs par rapport à ma vocation, des pasteurs. Moi-même, je faisais des rêves. Moi-même, j'écrivais des choses que je ne savais pas avec l'intelligence, mais qui étaient intrinsèques. Okay. Je disais, je prends par exemple une petite photo de moi, j'écris des choses qui étaient la préfiguration de le truc. Et c'est quand j'ai eu les diplômes d'État que quelqu'un que nous avions amené à l'église il a grandi à l'église, à l'époque de refoulement de Kassaïen vers du Katanga vers le truc. On a reçu une famille, et dans cette famille-là, on a ramené quelqu'un à l'église. Ils étaient à l'annexe dans notre parcelle, et c'est là qu'ils vivaient. Et on a amené Docteur Bruno. Et plus tard, il deviendra le président de la jeunesse de l'église. Quand nous, on n'y partait plus et tout ça. Et c'est lui qui m'invite. Et le jour qu'il m'a invité, il ne me dit pas qu'il était devenu le président de la jeunesse de l'église. Et c'était la GAP. Et c'est lui qui prêchait. Et sa prédication, c'était
quand Dieu t'a indexé. Oui. Et j'avais comme l'impression qu'il ne parlait que de moi. Et c'était très fort. C'est depuis ce jour-là que j'ai pris la décision de maintenant assumer en tant que tel d'aller... Là, c'était vers quelle année précisément? Nous sommes vers 2000, 2000, oui, 2000, 2000, 2001, 2000, pendant cette période. Et c'est comme ça que je vais, et puis je vais me faire baptiser, et je vais ramener avec moi quelques jeunes qui me suivaient, et on va même créer à l'époque un groupe de prière, mais aussi musical, parce que c'était à l'époque où ça a pris la mayonnaise avec la vague Makoma et trucs, les gospels urbains, le rap. Nous aussi, on avait créé le groupe La Flamme, on a commencé à faire un peu de rap gospel et tout ça. Et on priait chez nous à la maison, on avait des jeunes gens, on se rassemble, on commence à prier. Et c'est là que les premières manifestations même de charisme et de dons de l'esprit ont commencé. Il y avait des messages qui étaient libérés de jeunes chez nous, à la maison. Qu'en est-il de votre vocation pastorale? Bon, vous tenez encore à ça? Ou vous vous dites, bon, en fait, ce n'est pas l'homme qui tient à la vocation. Okay. C'est Dieu qui a déposé, qui rend possible. La Bible dit, c'est lui qui a commencé cette bonne œuvre, la rendra parfaite. Okay. Moi, il m'arrive, je suis dans autre chose. Comme je disais à quelqu'un ce matin, avant que je ne vienne, pendant que j'ai donné une formation, c'est un peu partout à des endroits bizarres où les gens ont tendance à m'appeler pasta. Je dis, mais ils ne m'ont jamais vu avec la Bible. Tu vois, dans la concession où je suis, même les gens qui étaient sur les chantiers, parce que c'était un appartement nouvellement construit et tout ça, ils m'appellent Pasta. Et ils ont contaminé tout le monde. Les deux autres appartements, les gens, ils m'appellent Pasta. Alors, des fois, c'est bizarre. Tu as quand même l'impression que c'est collé sur la peau. Il y a des fois, même quand je passe un peu au grand marché, tu vois, tu veux acheter Pasta. Alors, donc, bref. Tu dis que c'est question des temps. Bref, en fait, c'est ça. Mais s'il m'était demandé, parce qu'en fait, c'est Dieu qui fait... ce n'est pas trop ça ma fixation, parce qu'après, tu vois, truc. Mais Dieu a des choses qu'il a prévues pour quelqu'un, et il va suivre cette voie-là. Donc, et en tant que tel, oui, prêcher, je le fais. Pour les gens qui m'ont déjà entendu, Dieu m'a fait cette grâce d'ouvrir la Bible et de l'ouvrir vraiment. Quand j'ouvre la Bible, je libère des messages où moi-même je me demande, c'est qui est en train de prêcher? Ça, c'est des choses que je fais. Il y a des moments où on m'invite dans des églises pour parler de l'entrepreneuriat, mais je me retrouve en train de prêcher parce que quand il faudrait que je puisse refléter l'entrepreneuriat sur la pensée divine, je recours à des passages bibliques. Et je le fais de la plus belle manière. J'appartiens à la communauté Full Gospel, où de temps en temps, je suis un intervenant sur des questions qui tentent, parce que l'avantage avec le Full Gospel, c'est toujours à cheval entre les séculiers et l'évangile. Et on ne se cache pas, on assume, on fait, on nage un peu dans ça. Les dons que Dieu a donnés, c'est pour s'exprimer. La Bible déclare, l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Et Jacques le dit très bien, ce que j'aime, il dit, tout don parfait et toute grâce excellente vient de l'Éternel, le Père des Lumières, qui n'a ni changement, ni ombre de variation. Et ça, quelqu'un qui vit et qui a conscience de la vocation et du destin, il sait que c'est Dieu qui va le conduire. Je souris toujours quand je vois une émission passer, une vidéo qui passe du chef de l'État, quand on lui posait des questions. Mais tel est quand vous êtes ensemble, mais tel est candidat président, tel est candidat. Il dit, tout le monde peut être candidat, mais il y a un problème de destin. Et la destinée est comme ça. On ne peut pas. On peut faire tout. À l'époque, on a même roulé. On a besoin de 3 noms comme Premier ministre. Les mêmes personnes qui l'avaient roulé, aujourd'hui, les gens sont prêts à dire Balongola, 5 ans, et puis tout ça. C'est pour dire que la destinée, c'est quelque chose de plus fort que tout ce qu'on peut avoir comme calcul. C'est comme ça qu'il ne faut pas perdre les temps à vouloir étouffer Dieu merci, à vouloir le casser, à vouloir aller l'accuser, à vouloir créer de BI, des bulletins d'information, des renseignements. En fait, quand Dieu décide de marcher avec quelqu'un, qu'on le veuille ou pas, vous pouvez avoir de stratagèmes, ça va s'accomplir. S'il a décidé que je serai prédicateur, appelons ça comme tu veux, pasteur, les trucs, je n'aurai pas à discuter avec lui. Parce que c'est lui qui a fait le logiciel Eugène et qui sait le mot d'application. Très bien. Je rappelle que nous avons reçu pour ces tout premiers numéros de votre émission Une voix, une foi, Eugène Kandolo. Un cocktail de tout, conférencier, leader, pasteur entre guillemets, parce que c'est question des destins, auteur
des livres à succès, mais aussi éditeur. Alors, une question rapidement. Comment vivez-vous votre foi dans un environnement souvent compétitif et parfois hostile aux valeurs chrétiennes? Très bien. Je vais prendre quelques images, quelques exemples. Parce que vous parlez des hostiles. Je suis Ali Fasik. Quand tu as évoqué le cas de mon passage à la radio Okapi. Je suis Ali Fasik. À l'époque, la radio Okapi recrutait comment? Ils organisaient un concours. 20 étudiants de l'UCC, à l'époque c'était faculté catholique, 20 étudiants de l'IFASIC et 20 étudiants de l'UNIKIN qui font la communication. Ils vont faire un concours. Ces concours-là, on va éliminer 36, on va garder 24. Parce que 20 plus 20 plus 20, 20 fois 3, ça fait 60. Ouais. On élimine 36, on garde 24. Le 24, là, ils vont faire un stage qui va couvrir pendant une période. Et ce stage, il est professionnel. Ce stage, il est motivé avec de petites primes. Et ce stage vous permet de rentrer dans la base de données de la Radio Okapi. Si bien que quand la Radio Okapi a besoin de journalistes, c'est ça, dans cette base de données, qu'il puisse. On peut organiser, on peut lancer des offres, mais on sait que c'est là parce que c'est des gens qui ont été déjà fraudés. Et à l'époque, l'IFASIC doit envoyer des gens. Moi, je suis dans la filière qui s'appelle journalisme politique extérieur et je fais l'audiovisuel. En principe, si on veut suivre la logique, on doit envoyer les gens de journalisme dans cette... Mais bon, l'IFASIC s'arrange toujours, comme les autres aussi, ils envoient, c'est la faculté des communications. Ils s'arrangent pour chercher à envoyer des gens de toutes les filières, pour un package. Mais cette fois-là, il y a un autre élément. Nous sommes la seule filière à l'IFASIC qui passions en première session avec 11 étudiants. 11 étudiants. Tous les autres, ils étaient rentrés à la deuxième session. On nous disait même qu'on était des magiciens. J'étais CP de cette promotion. J'étais, sans fausse modestie, si on parle de 3 meilleurs étudiants de toute l'université, je dis bien de toute l'université, je faisais partie. J'aime pas faire l'hypocrisie de trucs de buffle. Donc, j'ai dit des choses telles que ça se trouve. Et aujourd'hui même, la vie peut le dire. Mais, je suis dans cette salle, je suis les CP, je suis parmi les meilleurs. Je suis passé en première session. Ça veut dire que j'ai suffisamment du temps. Mais on forme une liste de 20 personnes, on ne me met pas. Par la méchanceté humaine, par l'étroitesse d'esprit, par des gens qui pensent qu'eux, ils peuvent empêcher la destinée des gens. Aujourd'hui, quand je vois la vie de certains, je ne vais pas en faire des commentaires. Ceux qui avaient décidé de faire cette liste et de ne pas mettre mon nom. On a pris des gens de communication sociale, de communication des organisations. Finalement, dans notre promotion, on en a pris 6 ou 7. Ben, les gens se sont arrangés et c'était des bouches à l'oreille, des fois, selon les acquaintances, telle et telle famille de trucs. Mais le dur n'était pas du fait qu'on ne m'avait pas mis dans cette liste, mais de comment expliquer aux gens, parce que c'est attaché aux valves et tout le monde pense, ah, mais pourquoi ton nom n'est pas là? Comment j'explique? Je ne sais même pas pourquoi mon nom n'est pas là. Et ça m'a fait mal. Et c'est même à partir de ce moment que j'ai décidé de chercher un travail. Parce qu'au départ, je disais, moi, je ne peux pas chercher un travail avant de finir mes 5 ans d'université. Parce que je connais la tentation. La plupart des gens qui sont restés dans le métier du journalisme, après le 3e graduat, ils ne sont jamais venus finir leur truc. Les succès, l'argent, le truc, ils sont restés de graduer et voilà. Alors, moi également, c'était mon cas. Moi, j'étais à la antenne A. Nous étions 18 après le stage académique. On en avait retenu 3. Jusqu'à aujourd'hui, Sylvie Mboula, ma promotion, est toujours présentatrice, l'une des présentatrices phases de Antenne, mais elle est de ma promotion. Elle était de l'UCC, moi de l'IFASIC. On était comme ça, on était des amis. Et nous avons été retenus à 3. Je commençais un moment, mais je me suis dit non, la tentation est grave. J'ai des ambitions beaucoup plus grandes que ça. Je ne vais pas me distraire. Je dois avoir un diplôme universitaire. Je dois faire le 3e cycle. J'ai une thèse de doctorat à faire plus tard. Donc tout ça, c'est un package. Mais quand j'ai été blessé, c'est là que j'ai fait intervenir Dieu. J'ai dit, Dieu, on s'est moqué de ton intelligence que tu m'as donnée. Donne-moi un boulot. Et j'ai vu une première offre. Et puis après, on demandait l'expérience que je n'avais pas. Et j'ai vu la deuxième offre de JDH. Journaliste pour les droits humains, organisme canadien implanté dans 28 pays. Je postule. Tout ce qu'on demandait là-bas, c'était la connaissance du milieu universitaire et la maîtrise du monde associatif. Ce que j'ai fait, j'étais dans les associations de jeunes et j'ai été déjà président des étudiants à l'IFASIC. Chose simple, je postule. Et à la dernière étape, on est resté à 2. Je n'ai jamais su la deuxième personne là, c'est qui. Et puis, on nous demande que chacun fasse un programme
de 3 mois, si tu es nommé, si c'est toi qui es retenu comme coordonnateur programme, qu'est-ce que tu fais dans 3 mois? Et je peux même te dire, à l'époque, je vais voir un aîné que j'aime beaucoup, il est professeur, à l'époque il était encore chef des travaux, François Elika. Je le vois, je lui dis pour qu'il m'explique un peu quelle méthode je peux... Je vois qu'il était occupé avec les étudiants, le truc des mémoires. Je suis resté 15 minutes jusqu'à ce que j'entende une voix au fond de moi me dire « Pourquoi tu ne penses pas que tu peux le faire seul? Pourquoi tu ne crois pas en toi ?» J'ai quitté sans dire au revoir à mon aîné là, que j'aime beaucoup. Je suis rentré à la maison, j'ai commencé à travailler sur mon projet. Je peux te dire que le projet que j'ai déposé, j'ai appris le cours d'élaboration de projet et les cours de gestion de projet en 2e licence. Tout ce que j'avais fait sans avoir lu quelque part, c'est exactement toute la méthode que j'ai appris l'année qui a suivi. Donc c'était inscrit à moi. Ça, c'est la dimension de la foi, la dimension de choses que tu peux développer qui sont en toi. Et quand je vais postuler, quand je vais finalement faire un truc, mon ami Fabrice Ouanette me demandera un jour, mais qu'en est-il avec le truc? Et quand même, quand je voulais déposer, il me dit, ah, mais tel enseignant qui te combat ici, et directeur là-bas. Comment tu vas faire? J'ai dit, aujourd'hui, il est un ami, hein, cet enseignant-là. Parce qu'après la vie, les gens, ils comprennent les choses. Il me dit, ben, de toutes les façons, comme postuler, c'est gratuit, va seulement postuler. Et j'ai postulé quelques temps avant que je sois engagé. Lui, il a été dégagé de cet organisme. Et quand j'entre, les jours qui me posent la question, quand est-ce qu'on n'a pas encore répondu? On est 12 heures. Je lui dis, j'irai vérifier à la bibliothèque. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas d'ordinateur, il fallait aller au cyber. Et le soir, quand je vais au cyber, je me rends compte qu'à l'heure où il m'avait demandé si on n'a pas encore répondu, c'est à l'heure que le mail était arrivé. J'ai dû m'agenouiller au cyber et laisser couler des larmes. Parce que c'était une justice de Dieu. Et regarde comment Dieu fait des choses, avec clarté. Ceux de la radio Okapi faisaient 3 mois. Ici, la période probatoire, c'était de 3 mois. Mais après, je suis resté là 3 ans. Okay. Toujours la symbolique. À la radio Okapi, on leur donnait 50 $, mais pas d'aujourd'hui. Hein. C'était c'est quelque chose. Moi, mon tout premier salaire dans la vie était de 180 $. Et on a créé une rubrique de 50 $ pour la communication. Symbolique. 3 mois, 3 mois. Pour me dire que c'est la réponse à tes larmes que tu avais. Et trucs. Vous voyez? Et c'est comme ça que j'ai commencé ce boulot. Et après les 3 mois, on a renouvelé les contrats pour 6 mois. Mais là, j'étais à 280 $. Et je peux te dire que j'ai fini l'université. J'avais un salaire qui avoisinait le 4 chiffres, le 1000 $, en sortant de l'université. Pourquoi? Parce que quand j'ai eu les diplômes de l'université, on a dit les salaires que tu avais, c'était un salaire de gradué, on a doublé. Un autre exemple de la foi, toujours en termes de travail. Je suis à Batete là. J'habite sur croisement Batete là et avenue de la Gombe. On finit l'immeuble Crown Tower. À l'époque, c'était le plus bel immeuble de la ville. Je vais accompagner un ami qui était venu me voir. Je dis, ah, mais pourquoi nous, on n'a pas de bureau dans cet immeuble? Je dis juste comme ça, banalement. Et puis il part. Deuxième fois, il y a quelqu'un qui est venu me vendre la moquette. Je lui dis, John Kabouya, un de mes jeunes de JDH. Je lui dis, mais les gens quittent, l'immeuble ici est fini, les gens commencent à occuper. Mais nous n'avons pas encore de... Quelques temps après, on m'appelle pour un travail. On me dit, si tu n'as pas du temps, tu peux... Je sais que tu as un carnet d'adresses, tu peux proposer quelqu'un d'autre. Et je devais travailler dans une multinationale de communication qui gère la communication marketing d'une grosse boîte américaine et tout ça. Ben, et le jour où on m'appelle pour le casting, on me dit que c'est dans l'immeuble, dans le local 901, 9e niveau de l'immeuble Crown Tower. Et quand j'y vais, ce matin-là, j'avais prié parce que je savais que c'était le jour de casting. J'ai prié et j'ai dit à Dieu, j'ai dit, la Bible dit, ne vous étonnez pas de ce que vous aurez à dire. C'est le Saint-Esprit qui parlera à votre place. Que le Saint-Esprit saisisse ma langue. Chaque fois que je parlerai, que je sois inspiré. Tu sais que le matin, là, j'ai suivi RFI. On parlait de la découverte de la Joconde. La Joconde de Leonardo da Vinci, il semble qu'il avait fait 2 pièces. Et là, on venait de découvrir une sorte de 3e pièce. Banal. Tu ne peux pas voir le lien. Mais j'ai capté cette information. Tu sais que quand je pars à 15 h pour faire le casting, dans les questions des cultures générales, il y avait la question associer les tableaux à leur peintre. Tu comprends comment on marche avec la foi et comment la foi peut agir dans les séculiers. Et la première réponse que je donne, je lis Leonardo da Vinci à la Joconde et je peux te dire que j'ai reçu à toutes les questions. Eugène Delacroix, et le monsieur Koueni m'a même appelé pour dire, jeune homme, tu as le goût de l'art. Nous avons largement dépassé l'heure. J'ai 3 questions rapidement. Vous allez répondre en quelques secondes.
Derrière l'homme public que vous êtes, quels sont les combats que vous menez en privé? En 3 secondes. Beaucoup de combats, peut-être que j'en parlerai pas dans cette émission aujourd'hui, mais des fois, souvent, les gens pensent toujours qu'on est très fort. Les gens pensent toujours qu'on a la grande bourse bancaire. Les gens pensent qu'on a des réponses à toutes les questions. Des fois, c'est en fait ça. Les défis, comme je dis, il y a un moment où ta réputation devient plus grande que ta poche. Okay. Pourtant, tous les gens qui savent que tu as une grande réputation, ça veut dire que ta réputation devait te donner une range, devait se donner. En fait, c'est ça des choses. Deux fois, on peut affronter des jeunes qu'on a propulsés, qui sont devenus entre guillemets puissants, mais qui cherchent à vous écraser. Il y a tout ça. Comment garder cet équilibre entre le mentor qui n'est pas aigri de la promotion de celui qui l'a proposé. Donc, c'est des défis de foi. Voilà. Avez-vous déjà douté de votre appel ou de votre mission? Non, jamais. Ici, il y a une chose sur laquelle je suis resté convaincu. C'est comme ça que, même quand je suis les plus abattus, parce que c'est ce qui m'a fait même le cas possible. Le cas possible, c'est l'antithèse du non-rêve congolais, mais c'est en fait la profession de la démonstration de la puissance et de la foi, parce que c'est les deux bases en fait. Jamais, peu importe les difficultés, non, peu importe les pires je m'appelle cas possible, je m'appelle cas possible. Il est arrivé que je pleure, il est arrivé que je puisse dire, mais Dieu, tu es où? Mais jamais. Comment gérez-vous le moment de silence des dieux? Des fois péniblement, mais des fois dans la méditation, mais il y a des moments où tu n'as même plus de force aussi pour prier, mais Dieu répond toujours, parce qu'en fait, des fois, les prières que nous faisons ne sont pas toujours de prières verbales. Des fois, il y a de larmes qui coulent et Dieu te répond. Moi, je me suis déjà retrouvé dans une situation où je suis coincé. C'est là que tu comprends pourquoi Dieu dit maudit soit celui qui se confie en l'homme. J'ai dit, mais voilà, c'est compliqué tout ça. Mais une personne qui peut même t'aider, mais tu sens qu'il est insensible et la seule chose qu'il sait te donner en sortant de là, il t'achète un shawarma. Mais pendant que nous sommes avec lui, paf, un appel vient de nulle part, un numéro qui insiste. Et on te dit, ben, il y a un deal où tu dois gagner... Rapidement, quelques secondes. Un verset qui vous guide? Beaucoup de versets me guident. On a grandi avec le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais j'ai toujours dit que je suis les résumés des Romains 8:30. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Ça, c'est les résumés de ma vie. Et ça, c'est vraiment avec lesquels je marche. Un échec qui vous a construit? Beaucoup d'échecs m'ont construit. Moi-même, je suis la construction des... Un seul qui vous rappelle, quand vous pensez à ça, vous dites, ça fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Dans chaque étape de la vie, il y a un échec. Récemment? Un échec récent? C'est justement pour cela que j'ai fait la conférence Échec, mon échec, que je ferai même en termes d'ouvrage, parce que j'ai tellement beaucoup d'épisodes. Un échec récent? Un exemple? Juste un exemple? Je ne sais pas si je vais appeler ça échec, mais c'est mon échelle. Ouais. Voilà, j'étais aux élections. Je n'ai pas été proclamé par la CENI. Ça m'avait beaucoup brisé de voir un peu, parce que ce n'était pas très cohérent. Okay. Il y a beaucoup de choses. Ça m'a beaucoup brisé. Une peur que vous avez vaincue. Mais après, ça m'a beaucoup fortifié. Une peur que vous avez vaincue. Une peur que j'ai vaincue. Tout récemment. Tout récemment. Ben, après avoir été empoisonné plus d'une fois, je crois que... Vous n'avez plus peur des poisons? J'ai compris pourquoi. J'avais toujours dit que je ne peux pas mourir du poison et je suis dans une alliance tellement forte. Autant moi-même que mon père spirituel, parce que je peux me rappeler quand il a prié pour moi, il a encore rappelé l'alliance parce que Dieu lui avait dit que lui ne peut pas mourir du poison. Et ce qu'il a mis dans son alliance, je parle de l'apôtre Dalo, il priait pour moi, il a dit il ne peut pas mourir du poison. Un homme de Dieu qui vous inspire, déjà l'apôtre Roland? Tout naturellement, l'apôtre Roland Dalo, mais aujourd'hui, tu as dit un homme, donc je m'arrête à ça. Mais lui ne m'inspire pas que homme de Dieu, il m'inspire comme homme, parce qu'il fait partie de mes 5 modèles universels. Il y a Roland Dalo, Denzel Washington, Barack Obama, Mandela et Martin Luther King. Succès ou obéissance? L'obéissance conduit toujours au succès. L'obéissance conduit toujours au succès. L'obéissance conduit toujours au succès. Je ne sais pas si vous permettez qu'on puisse en parler en quelques secondes. Eugène Kandolo massacré tout récemment sur les réseaux sociaux. Et ça fait beaucoup de temps. J'ai compris que cela a impacté aussi votre notoriété sur les réseaux sociaux. Comment vous avez vécu cela? Pas forcément, parce qu'en fait, tout dépend de comment les gens regardent cela. Mais comment vous avez vécu cela? Parce que la notoriété, tu as vu la dernière vidéo virale
où Roncia est en train de pleurer, Ouais. c'est pour dire que la notoriété n'a jamais pris un coup. Seulement, des gens qui ne savent pas regarder les choses, qui tentent. Moi, j'ai des gens qui sont venus me demander pardon, parce qu'eux-mêmes, ils avaient pris des licences. Ils m'ont rien fait de mal. Ils ont pris des licences. On vous reproche quoi? On vous reproche en quoi, fait, finalement? mais justement, Orgueilleux, cette histoire était tellement banale, parce que, en fait, et c'est ridicule. Un, la personne qui a fait est plus âgée que moi. Deux, en fait, il est du domaine littéraire, mais j'ai sorti les livres avant lui. Ils ont fait le latin, moi j'ai fait les maths physiques. Et en fait, c'est une question de jalousie, d'étroitesse d'esprit, parce que en fait, la personne veut devenir moi. Je vais te dire une chose, parce que tu as posé la question. Oui. Cette histoire date de 2021. Mais chaque année, cette personne fait l'effort de remettre ça dans l'actualité. Parce qu'il y a des gens, à défaut d'être ton ami, il veut être ton ennemi pour exister. Et c'est malheureux en fait. Et c'est dommage. S'il était quelqu'un qui a de la hauteur, il aurait dû supprimer ça. Parce qu'il sait qu'on n'a pas de problème. En temps réel, si tu as de la noblesse, supprime seulement ça. Donc c'est une façon de vivre, de se donner un peu de... La preuve, tout ce qu'il avait essayé, il critiquait les motivateurs, il est devenu lui-même conseiller motivateur sur les réseaux sociaux. Bref, c'est des histoires banales. On vous reproche quoi exactement? Non, la personne... Non, pas seulement en termes de la personne. Tu as évoqué. Pas seulement en je ne termes de sais la pas. personne. Non, non, non. Je vais pas lier ma question parce que, à ces postes. Ce poste est très important parce que tu as posé la question. Laisse-moi éclaircir. Tu vas quand même m'inviter sur le plateau. Okay, cette histoire, c'est une histoire de quelqu'un qui était ami sur Facebook à moi, que je croisais une seule fois à un café littéraire, qui est grand en âge par rapport à moi. J'insiste sur ces faits-là pour voir. Il est grand en âge par rapport à moi, mais je sortis le livre littéraire avant lui. Il est littéraire, mais il n'a pas fait le succès que j'ai fait avec lui. Tu as évoqué ici les livres Solfège d'espoir, qui a eu Mikanda et Wad. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut lire 2 citations de son livre. Mais dans la vie, on ne te donne pas tout. Et pourtant, c'est un gars brillant, très intelligent, très suivi dans son domaine, il est juriste et tout. Mais il a voulu que sa vie puisse prendre aussi une partie de la vie de Eugène et ça n'a pas marché. Et quand il était ami, j'ai constaté, quand j'atteins 5000 à l'époque, Facebook ne nous avait pas donné la possibilité d'aller comme aujourd'hui, on a élargi nos comptes. Quand j'atteins 5000, après chaque mois, je dois supprimer quelques personnes qui ne sont pas actives pour remplacer. Je l'avais supprimé la première fois. Et le jour de mon anniversaire, quand il a vu comment, comme d'habitude, le de mon anniversaire, ça claque partout, heureux anniversaire. Il a écrit heureux anniversaire Eugène Kandolo de là où tu m'as retiré sur Facebook. Ça a attiré l'attention des gens. Ah donc chrétien, les gens sont venus commenter négativement. Et je suis rentré sur ce poste pour lui dire, mais tu as oublié de dire à ces gens qu'il y a une semaine, j'étais avec toi côte à côte lors de la sortie du livre Une vie après les Styx de Eric Tumba. Tu as même fait un selfie. C'est pour dire que les relations physiques dans la vraie vie ne peuvent pas forcément être détruites par le fait qu'on n'est pas amis sur Facebook. Mais j'ai compris que la personne voulait me contrôler spirituellement. Parce qu'il a tellement insisté que quelques temps après, on s'est retrouvé quelque part. Et finalement, je lui ai dit, renvoie la demande d'amis. Il a renvoyé, j'ai liké et j'ai accepté. Et il fait selfie. J'ai cette photo jusqu'à aujourd'hui. Il fait selfie avec tous les gens qui étaient là. Il fait la publication en mettant ma citation. Faute des repères, selon des repères. C'est un fan frustré. Moi, je ne peux pas continuer à gérer sa vie. Et après, quand il a fait, j'ai constaté qu'après cette publication, une année après, il n'avait jamais commenté, jamais liké ma publication. Et c'est comme ça que j'ai fait juste avec tant d'humour. Comme il avait fait aussi heureux anniversaire Eugène Kandolo. J'ai dit, X personnes, j'ai constaté que tu n'es pas actif. Mais je vais te retirer parce que je vais remplacer certaines personnes avec un ton d'humour. Mais il a pris ça, il a embrasé, il a amené. Ils ont fait l'association de toutes les personnes, l'association de toutes les personnes que Eugène Kandolo a déjà retirées sur Facebook. Comme si c'était une obligation. Ils ont commencé à insulter. Et aujourd'hui, je t'ai dit, plusieurs personnes d'entre elles sont revenues soit pour me demander pardon, on ne connaissait pas d'autres. Mais après, ça fait chaque jour, il remet ça pour... Donc, tu as posé une question, je vais le dire. Je ne suis pas obligé d'être ami avec tout le monde sur Facebook et même dans la vraie vie. Et ça, si une personne de cet âge-là n'a pas compris ça et il en fait un fonds de commerce pour faire de likes sur Facebook, je suis désolé. On vous reproche quoi? On vous reproche quoi? Je ne sais pas, en fait. De vous-même, de vous-même, des parts de ce qu'on dit de vous. Dieu merci. Tu sais, sur cette terre, mon père spirituel a toujours dit, les combats des enfants, c'est les combats de recherche de l'unanimité. Je ne peux pas rechercher l'unanimité. Tout ce que je sais, c'est que j'ai rendu beaucoup de gens hypocrites. Il y a des gens qui m'écrivent inbox, mais qui ne veulent pas que leurs amis sachent que
ils sont en contact avec moi. Alors que les mêmes amis pour lesquels ils se cachent, eux aussi me contactent. Tu vois? Ça, c'est... J'ai une personnalité, je ne sais pas, mystérieuse ou mythique. Je l'assume en tant que telle. Je ne cherche jamais. Il y a des personnes, s'il ne t'aime pas, quel que soit ce que tu vas faire, il ne va pas t'aimer. Et j'aime cette phrase, je l'ai dit souvent, et on ne peut pas compter sur la bonne foi d'une personne de mauvaise foi. Donc il faut juste vivre. Tant que j'ai aimé ce qu'avait dit à l'époque Teddy Lelo, qui est venu commenter dans le commentaire, il a dit, mais moi également, il m'a déjà retiré sur Facebook. Mais tant qu'il gagne sa vie et que je gagne sa vie, je ne vois pas l'impact. Est-ce que les gens peuvent vraiment constituer tout un mouvement juste parce qu'on les a retirés sur Facebook? Parce qu'il y a un problème. Moi, je sais qu'on voulait me contrôler spirituellement et que les gens étaient dérangés par ma lumière. C'est point bas. Alors, quand tu enlèves juste quelqu'un de ton compte, ça fait un objet de trucs. C'est Merci beaucoup, Eugène Kandolo. Mais je pense que ma dernière question, bon, je suis resté avec ma soif. Ben, tu as épousé toutes les vies parce que tu ne voulais pas. Tu as ouvert une brèche et il fallait que l'opinion soit éclairée. Oui. Si banal que cette question est, tu te rends compte. Oui, non, je comprends. Je comprends, mais je me disais, quel est votre plus grand défaut pour conseiller, Non, je ne peux pas venir sur le plateau pour dire mes défauts. Je sais faire l'analyse short de moi, chaque 3 mois, chaque 6 mois, parce que je suis quelqu'un qui cherche les perfectionnements. Mais sache une chose, sur cette terre, il n'y a personne qui soit parfait. Et moi, si le monde était à refaire, je préférais être Eugène Kandolo avec mes défauts et mes qualités. Parce que le plus souvent, certains de ceux qu'on pense que sont des défauts sont des qualités. Certains de ceux qu'on pense que sont des défauts peuvent à un moment donné être des qualités ou des défauts. Donc, ce qui est vrai, c'est d'être juste vis-à-vis de moi-même, être juste vis-à-vis de Dieu, être honnête dans mes relations avec les humains. Autant que ces relations peuvent être bien cadrées. La Bible déclare, celui qui a plus d'amis les a pour son malheur. Donc, plus on grandit, on n'a pas besoin de chercher à plaire. On vit pleinement sa vie, on assume, quitte à ce que les gens puissent tirer ce qu'ils veulent tirer, mais celui qui ne t'aime pas, il ne t'aimera pas. Quel que soit ce que tu peux faire, il ne t'aimera pas. Merci beaucoup, Eugène Kandolo, d'avoir répondu à notre invitation. Je t'en prie. Je pense que nous aurons peut-être, pourquoi pas, une deuxième série, troisième série, quatrième série pour épuiser. J'ai encore beaucoup de questions que je n'ai pas posées. Nous avons été séduits carrément par votre éloquence, votre rhétorique. Merci beaucoup. Je pense qu'il doit y avoir un autre numéro. Merci à tous d'avoir suivi le tout premier numéro de votre émission Une voix, une foi. Je vous fixe rendez-vous très prochainement avec un autre rendez-vous, avec un autre invité plutôt. Soyez bénis chez vous. Au revoir.